Bonjour à tous. Je suis Olivier Gate, le fondateur et dirigeant de Vermes. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce webinaire consacré à la data virtualisation avec FME. Il s'agit d'une nouveauté de FME 2025 annoncée au mois de mai par Safe Software lors de la conférence internationale qui s'est tenue à Seattle. Nous en avons brièvement présenté les concepts lors de notre conférence française au mois de juin, mais le sujet nous a paru suffisamment important pour que nous décidions de lui consacrer un webinaire spécifique avec quelques mois de recul. La virtualisation de données est une évolution importante qui constitue une nouvelle avancée vers le traitement des données d'entreprise. Vous allez voir qu'on peut traiter des données géospatiales avec la data virtualisation, mais le spectre d'utilisation est beaucoup plus large. Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné par deux membres de l'équipe du pôle FME de VRMS. Tout d'abord, Alexandre Bizien. Alexandre, est-ce que tu peux te présenter et nous donner le sujet de ton intervention? Ouais, bonjour Olivier et bonjour à tous. Je suis donc Alexandre Bizien et expert FME à VRMS. Et ce matin, je vais être chargé de vous montrer la mise en place d'une API grâce à la nouvelle fonctionnalité de data virtualisation, et donc avec FME Flow et FME Form. Merci Alexandre, à tout à l'heure. Je serai également accompagné de Vincent Alalou. Est-ce que tu peux te présenter, Vincent? Oui, merci Olivier et bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais être en charge de vous présenter un peu quelques cas d'utilisation et comment on va pouvoir utiliser la virtualisation des données avec quelques applications consommatrices. Enfin, merci Vincent. Pour ma part, je vais simplement introduire le sujet en essayant de définir ce qu'est la data virtualisation dans FME. Avant cela, je vous encourage à poser vos questions en cliquant sur le bouton questions, tout simplement en bas à droite de votre écran. Vous pouvez également interagir en utilisant le chat ou la fonction réagir sur Livestorm. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet avec une petite définition. Donc, la virtualisation de données dans FME, c'est une technique qui permet de rendre accessibles les données d'une organisation via des API s'appuyant sur trois standards. Alors, d'abord, on va s'appuyer, ou l'API va s'appuyer sur le protocole HTTP, protocole du web que vous connaissez tous. Ensuite, ces API respectent le modèle REST. C'est un style d'architecture logicielle largement répandu et apprécié pour sa simplicité par rapport à l'architecture SOAP qui était en vogue il y a quelques années. Enfin, FME génère automatiquement la documentation des API en respectant la spécification OpenAPI que vous connaissez peut-être sous son ancien nom Swagger. Donc cette spécification permet de décrire l'API d'un service web sous la forme d'un document JSON euh, ou YAML éventuellement, mais avec FME, ce sera du JSON. On va voir que cette documentation permet également de tester directement l'API sans outil de développement. Donc c'est quand même très, très pratique. La virtualisation permet de bénéficier d'un accès en temps réel aux données, contrairement à la réplication des données via un processus de type ETL. On va voir tout à l'heure qu'il est également possible de mettre en place des services type asynchrone. Autre avantage, les API peuvent permettre d'accéder aux données en lecture, mais aussi en écriture pour créer des objets ou les modifier. Et puis avec FME, on peut produire ces API directement, rapidement plutôt, sans développement et à partir de plusieurs centaines de formats de tout type. Alors le schéma que vous avez sous les yeux se contente d'illustrer la définition précédente. On a en haut des jeux de données dans tous les formats et protocoles imaginables plutôt, une couche de virtualisation assurée par FME, et puis en bas, des applications qui vont venir consommer ou produire des données par l'intermédiaire d'un unique protocole connu de tous, HTTP. Alors, ce schéma est intéressant pour illustrer et synthétiser le fonctionnement global de la virtualisation, mais il ne nous dit rien sur son intérêt réel. À quoi est-ce que ça peut bien nous servir? Pour cela, je préfère prendre un cas concret d'utilisation et je vous propose de prendre l'exemple d'une structure ayant une double activité à la fois technique et commerciale. Par exemple, un distributeur d'eau ou un opérateur télécom. Euh, pour le service technique, on va trouver une base de données technique qui alimente une application de gestion de réseau et de maintenance, par exemple. Et pour le service commercial, voilà, on va avoir un peu la même chose, une application de gestion de la relation client exploitée par exemple par un centre d'appel en relation directe avec les usagers.
Chaque service dispose de ses propres outils. C'est une organisation classique en silo. Alors, on comprend facilement que ce type d'organisation peut poser des problèmes. Par exemple, les chargés de clientèle peuvent discuter avec les abonnés du montant de leur facture, mais ils ne peuvent pas les renseigner sur les travaux les concernant. À l'inverse, un usager peut signaler une coupure d'eau à son interlocuteur commercial, mais sans que celui-ci puisse faire remonter l'information au service technique. La virtualisation de données, permet de répondre à ces types de problèmes sans avoir à casser le système d'information existant. Euh, voilà. Pour ça, il faut, en utilisant FME, on va pouvoir publier les informations minimum de la base de données techniques sous la forme de l'API. Et l'application de gestion de relations clients va venir consommer ces API pour les intégrer ces fonctionnalités et les mettre à disposition des utilisateurs. Donc, ce type de technique est particulièrement intéressant parce qu'il permet une mise en place rapide d'une interconnexion des applications et surtout, il permet de préserver l'existant. Voilà, j'en avais fini pour cette petite introduction un peu théorique. Il est temps de passer aux choses sérieuses et de vous montrer comment tout cela fonctionne concrètement avec FME. Et je laisse pour cela la parole à Alexandre Bizia. Merci Olivier, merci pour cette présentation. Et de nouveau, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter la mise en place d'une API avec la nouvelle fonctionnalité Data Virtualisation de FME Flow. On va tout d'abord créer une API simple de toutes pièces en partant de zéro. Et puis je vous montrerai ce à quoi peut ressembler une API un peu plus finie, un peu plus terminée. On va donc ici créer une API en se basant sur un jeu de données, une table PostGIS que j'ai ici, qui contient des emprises de travaux sur la ville de Paris. Alors je vais pouvoir inspecter peut-être cette donnée pour vous la montrer. Et j'ai ma table donc chantier qui contient ici diverses emprises, des surfaciques qui, euh, qui définissent donc des zones de chantier dans ma base. Puis j'ai diverses informations, hein, des identifiants de travaux, des codes postaux, date de début et date de fin de travaux, des statuts de travaux, voilà, tout un tas d'informations qui sont liées donc à mes chantiers. Je vais me concentrer ici sur peut-être deux opérations qu'on va faire au travers de l'API, qui seront les opérations de consultation de ces données et une autre opération d'insertion de nouvelles emprises, de nouveaux enregistrements dans cette table de chantier. Pour cela, donc, on va pouvoir construire une nouvelle API au travers de FME Flow et grâce à la data virtualisation. Je vais pouvoir me rendre alors sur FME Flow pour vous montrer comment ça se construit. On se retrouve ici sur l'interface de FME Flow. On est ici sur donc FME Flow 2025.1, la version à partir de laquelle la data virtualisation est arrivée. Et vous voyez que dans le menu, la barre latérale, on a un nouveau menu data virtualisation qui apparaît. Je vais pouvoir me rendre dans celle-ci et déjà on voit qu'il y a des éléments qui sont pré-créés. Effectivement, moi j'ai déjà créé des API sur ce FME Flow. Et on voit ici la liste de mes différentes API que j'ai pu créer, chaque API étant un espace distinct de travail dans lequel on va pouvoir mettre différentes opérations pour des thématiques différentes, des projets différents, peut-être des objectifs métiers différents. Voilà, ça permet de distinguer chaque API et d'être sûr qu'on ne se marche pas dessus, qu'il n'y a pas de conflit entre les différentes API qu'on va pouvoir construire avec la data virtualisation. Comme je le disais, on va construire ici une nouvelle API de toutes pièces. Donc je vais créer une nouvelle API dans ce menu Data Virtualisation. Au moment de la création de l'API, il y a un formulaire qui va me demander plusieurs informations et qui vont me permettre de détailler mon API. Donc je vais pouvoir donner un titre, disons webinaire travaux. Je vais pouvoir lui donner un namespace. Le namespace, ça va être une valeur qu'on va retrouver ensuite dans l'URL de notre API. Donc, disons, je vais mettre simplement travaux. On va pouvoir donner une version. On va pouvoir mettre un résumé, API de gestion des chantiers, disons. Une description d'API. Une description d'API.
Et puis, je vais pouvoir remplir des informations supplémentaires qui vont notamment servir à alimenter la documentation qui va être générée par FMEflow. Donc, ici, on va pouvoir remplir des informations de contact. Voilà, je vais mettre mon nom, je pourrais mettre l'URL vers le site de VRMS, une adresse email de contact. Je vais pouvoir gérer la sécurité de mon API. Si par défaut, c'est une API qui demande à être authentifiée pour pouvoir utiliser les routes, les opérations que je vais mettre à disposition au travers de l'API. Moi, ici, dans ce cas, je vais partir sur une API qui ne nécessite pas d'authentification. On verra par la suite que je pourrais surcharger ce paramètre route par route, opération par opération, pour éventuellement définir certaines opérations comme nécessitant de l'authentification. Nous avons aussi des paramètres de mise en cache et de traitement asynchrone. Je ne rentrerai pas dans les détails ici pour la démonstration de ce matin. Je vais pouvoir créer donc mon API et on se retrouve ici sur la nouvelle interface de data virtualisation de FMEflow. C'est à partir de cette interface qu'on va pouvoir définir l'API, construire les différentes opérations, les différentes routes de notre API qu'on va pouvoir mettre en place. Et vous voyez que j'ai plusieurs onglets ici qui vont me permettre de définir ces différents éléments. On est par défaut sur le dernier onglet, API Details, sur lequel on retrouve les informations que je viens de saisir dans le formulaire précédent, le nom de l'API avec sa version, le namespace que j'ai saisi. On retrouve le résumé ainsi que la description que j'ai donnée, les informations de contact. J'ai surtout un lien vers la documentation qui va être générée par FMEflow. Si je clique dessus, j'ouvre un nouvel onglet et on se rend ici sur une documentation dite Swagger qui va me permettre de documenter l'API que je vais construire. Alors une documentation Swagger, qu'est-ce que c'est? C'est une documentation qui va être générée de manière automatique en fonction de ce que je vais définir comme opération dans mon FMEflow et dans le menu de data virtualisation. C'est une documentation dans laquelle on va avoir listé de manière automatique toutes les opérations, toutes les routes, on va appeler ça des routes. Et on va pouvoir surtout tester ces différentes routes directement dans la documentation pour vérifier qu'elles fonctionnent bien et puis pour s'approprier les routes. Je pense que ce type de documentation est particulièrement appréciable par les développeurs qui vont ensuite se charger de construire des applications clientes sur notre API de data virtualisation, car elle va leur permettre de s'approprier facilement l'API qu'on est en train de construire, de la tester directement dans cette documentation pour ensuite construire des applications qui vont la consommer et l'utiliser. On retrouve donc le nom de notre API ainsi que la version, le résumé et la description de notre API, et on retrouvera listé ici toutes les opérations qu'on aura définies pour notre API. Actuellement, il n'y a aucune opération. C'est normal, je viens tout juste de créer l'API et je n'ai même pas encore eu le temps de vous montrer comment on crée des nouvelles routes, des nouvelles opérations pour alimenter pour alimenter cette documentation. On va pouvoir donc retourner dans FMEflow et on va créer ensemble des opérations pour justement pouvoir manipuler nos données depuis cette API. Je reviens dans FMEflow et je vais aller dans le premier onglet Endpoint, route en français, qui va nous permettre de définir les différentes opérations donc de consultation des données, d'insertion des données, on pourrait faire de la mise à jour, de la recherche géographique, ce genre de choses. Tout est imaginable, mais comme je vous le disais un peu plus tôt, ici je vais me concentrer sur la consultation des données, le fait de pouvoir lister les différentes données de chantier qui se trouvent dans ma base, et puis faire une deuxième opération, une deuxième route, qui va me permettre de faire de l'insertion de données dans ma base. Et je vais essayer de faire en sorte que cette route, nécessite de l'authentification, que n'importe qui puisse pas insérer n'importe quoi dans ma base et dans ma table. J'ai donc ici la liste de mes endpoints, j'en ai aucun actuellement, donc je vais pouvoir en créer un nouveau. Et j'ai le paramétrage de mon endpoint qui s'affiche ici. Je vais d'abord commencer par l'endpoint, la route, qui va me permettre donc de consulter la liste de mes chantiers. Je vais ici taper un chemin, works, pour la consultation des travaux. Je vais laisser l'opération get, ce qui est logique, car je cherche à récupérer la liste des travaux, je veux récupérer des données.
Et puis je vais pouvoir documenter directement ici l'opération, la route en question. Donc je vais pouvoir mettre ici un résumé, liste les travaux. Je pourrais mettre une description un peu plus complète, liste les chantiers avec leur emprise et leurs informations attributaires, voilà, par exemple. Voilà. Et bah, ça suffit pour créer une route et pour créer une opération. Donc je vais m'arrêter là et je vais pouvoir créer cet endpoint. Je vais en créer tout de suite une seconde qui va me permettre donc de gérer l'insertion de données dans ma table. Je vais recliquer sur le bouton Create, et puis je vais saisir le même chemin. Il ne va pas avoir de conflit, parce que cette fois-ci, je ne vais pas utiliser l'opération Get. Je vais ici changer l'opération et je vais pouvoir utiliser l'opération Post. Je pourrais choisir Put ou Delete. Dans mon cas, je veux permettre à mon utilisateur d'insérer une nouvelle donnée dans ma table. Donc je vais pouvoir lui proposer l'opération Post. L'opération Post permettra aussi à l'application cliente d'envoyer des données lors de sa requête, ce qui va me permettre, moi, de récupérer ces données, ces informations que je pourrais décortiquer avec FME et qui me permettront d'alimenter ma table. Je pourrais aussi mettre voilà, un résumé, disons insertion de travaux. Hop là, merci la correction. On va faire ça comme ça, voilà. Et puis, je vais choisir de protéger peut-être cette route, parce que je veux pas que tout le monde puisse insérer des données de travaux dans ma table n'importe comment. Je veux que l'utilisateur, la personne qui va utiliser cette route, soit authentifiée et soit permise d'utiliser cette route. Pour ça, je vais pouvoir surcharger la configuration que j'ai définie précédemment, et je vais pouvoir définir que cette route en particulier nécessite de l'authentification. Je vais donc désactiver l'héritage de paramétrage de l'API, et puis je vais choisir que cette route nécessite une authentification. Je vais alors pouvoir profiter du système de management d'utilisateurs de FMEflow. Je vais pouvoir sélectionner des utilisateurs FMEflow ou des rôles de FMEflow, donc des groupes d'utilisateurs qui vont pouvoir utiliser cette route. Moi, il s'avère que j'ai un rôle, admin travaux, que je vais pouvoir sélectionner, et donc tous mes utilisateurs FMEflow qui font partie de ce rôle admin travaux pourront utiliser cette route. Très bien. Je peux créer cette deuxième route, et puis vous voyez que j'ai mes deux routes, donc mes deux opérations, qui sont définies ici. Alors peut-être je vais définir ce concept de route ou d'opération. Route, c'est vraiment l'association d'un chemin, d'une URL, disons, avec une méthode, post, get, et avec peut-être la définition qu'on définit dans dans ce paramétrage-là, c'est-à-dire le type de réponse qui va être donné, le type de réponse de données qui est attendu lors du corps de la requête. Voilà, ce type d'information-là. J'ai donc ici mes deux routes qui sont définies, parfait, et je vais pouvoir retourner dans ma documentation pour voir à quel point elle a changé. Je vais rafraîchir ma documentation et on voit que celle-ci s'est mise à jour automatiquement avec les deux routes que je viens de définir. Je retrouve le getWorks et le postworks avec le résumé que j'ai donné pour chacune d'entre elles. Et puis je vais pouvoir tester directement depuis cette documentation la route en question. Pour ça, je peux cliquer sur Trade Out, je vais cliquer sur Execute pour exécuter la requête. Et ça va me permettre de voir ici les informations de requête et les informations que je viens de recevoir de la part de FMEflow en réponse à cette requête. On retrouve notamment l'URL vers laquelle qui m'a permis d'exécuter cette requête. Donc on retrouve l'URL du FMEflow, /API, / le namespace que l'on a défini au début de la création de l'API, et puis le chemin que j'ai défini. Moi, j'ai défini simplement works, donc on se retrouve cette partie-là ici. Et en faisant cette requête, ici, je me suis mangé une erreur 500. C'est une erreur de la part de FMEflow qui m'indique que il n'a pas su répondre. Globalement, il y a un problème un peu inconnu qu'il n'a pas pu qu'il a pas pu gérer. C'est normal. En soi, là, j'ai rien mis derrière mon URL. J'ai pas mis de traitement, j'ai pas mis de défini de réponse. Donc là, actuellement, FMEflow, il sait pas quoi faire en réponse à cette requête.
Il me le dit d'ailleurs ici dans un petit message qui me dit gentiment que cet endpoint, il doit avoir un traitement avec un statut assigné ou avec une nécessité de mise à jour pour être utilisé. Bon, globalement, il manque quelque chose du côté du traitement que je dois mettre en place du côté de FME Flow. Très bien. Et écoutez, on va pouvoir voir justement comment on assigne un traitement à cette route que je viens de créer et comment on va pouvoir ensuite l'éditer. Je vais pouvoir retourner donc dans l'interface de data virtualisation et je vais me rendre dans l'onglet suivant, Workspaces, qui va me permettre de gérer les traitements assignés à mes différentes routes. Je retrouve ici mes deux routes que j'ai créées, GetWorks et PostWorks. Et puis je vois qu'ils ont un statut de traitement qui est actuellement non assigné. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun traitement qui est assigné à ces routes, donc il n'y a rien derrière, globalement. Il va falloir donc que je demande à FME Flow de générer un traitement pour l'assigner ensuite à ces routes. Alors ici, c'est un fonctionnement un peu particulier, c'est un peu nouveau comme type de mécanisme de développement qu'on va avoir avec FME Flow, car on va demander à FME Flow d'initialiser un traitement pour nous, qu'on va ensuite pouvoir éditer. En général, avec FME Flow, quand vous avez l'habitude de travailler avec ce type de logiciel-là, on va ouvrir FME Form, on va ouvrir un traitement vierge dans FME Form, et puis on construit notre traitement de toute pièce sur FME Form pour ensuite le pousser sur FME Flow. Là, c'est un peu différent. C'est vraiment FME Flow qui va initialiser un traitement avec divers éléments, des readers, des writers. Et puis moi, je vais depuis FME Form devoir récupérer ce traitement pour pouvoir l'éditer et le modifier pour construire mes routes et les réponses que vont répondre ces routes-là. C'est donc des traitements spécifiques à la data virtualisation que je vais faire ici. Je vais alors pouvoir sélectionner mes deux routes et je vais pouvoir assigner un seul traitement à ces deux routes qui va me permettre de gérer ces deux opérations-là. Je sélectionne mes deux routes, je clique sur Endpoint Action et j'ai une opération, là, enfin une action Generate Workspace qui va me permettre de générer ce traitement. On voit alors que le statut de Workspace a été modifié, le traitement a bien été initialisé et a été assigné à ces deux routes, mais par contre maintenant il a besoin d'être autoré, il a besoin d'être édité pour que celui-ci fonctionne et pour qu'on s'attende à avoir une réponse correcte lorsque des requêtes vont être faites sur chacune de ces routes-là. Et bien c'est à partir de là que je vais pouvoir ouvrir FME Form et que je vais pouvoir récupérer ce traitement qui a été initialisé par FME Flow pour l'éditer et gérer ce que je fais lorsqu'il y a des requêtes qui sont faites sur mon API. J'ouvre FME Workbench 2025.1 et donc à partir de 2025.1, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive aussi donc dans l'interface du Workbench, c'est ce bouton Data Virtualisation qui va me permettre de récupérer un peu ces traitements spécifiques que l'on vient de générer sur FME Flow. Je clique sur ce bouton, je vais pouvoir sélectionner le FME Flow sur lequel je veux éditer une API de data virtualisation. Je vais pouvoir choisir ici l'API qui m'intéresse. J'ai l'ensemble des différentes API que j'ai créées et donc l'API qu'on a créée ensemble, Webinaire Travaux. Et lorsque je choisis celle-ci, cette dernière API, on voit le traitement que je viens d'initialiser grâce à FME Flow, ainsi que les deux routes que traite ce traitement. Donc là, j'ai mon traitement qui va permettre de gérer, qui est assigné à GetWorks et à PostWorks. Parfait, je peux télécharger ce traitement et on va donc retrouver ce traitement initialisé par FME Flow. On se retrouve ici donc avec des jeux de données un peu particuliers qui sont donc relatifs à la data virtualisation. On a un jeu de données data virtualisation en entrée, un jeu de données data virtualisation en sortie, et on a des types d'entités qui vont être créées automatiquement par FME Flow. J'ai un type d'entité en entrée GetWorks et un type d'entité PostWorks qui correspondent chacun aux deux requêtes que j'ai définies, aux deux routes que j'ai définies du côté de mon API de data virtualisation. Et puis j'ai un type d'entité HTTP Response qui correspond à ce qu'on va renvoyer à notre application cliente qui utilise notre API
et donc à qui on va devoir renvoyer des informations, soit les données qu'il souhaite consulter, soit au moins une information comme quoi tout s'est bien passé. Depuis FME Form, FME Workbench, je vais pouvoir simuler une requête qui a été faite sur l'une de mes 2 routes. Je vais pouvoir ici exécuter mon traitement et vous voyez qu'au moment d'exécuter le traitement, j'ai un formulaire qui va me demander quel type de requête je souhaite ici simuler. Je vais simuler la requête sur GetWorks. On va commencer par la consultation de données. Je clique sur ce bouton et on voit que j'ai une entité qui sort par le type d'entité GetWorks. C'est ce qui correspond donc à une requête qui serait faite sur ma route permettant de lister les emprises de travaux et les chantiers. À partir de là, j'ai une entité, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mais j'ai pas en soi beaucoup d'informations ici. Moi, je vais pouvoir utiliser cette entité pour commencer à déclencher la lecture de mes données et puis renvoyer les données qui intéressent l'application cliente en réponse. Donc à la suite de mon type d'entité GetWorks, je vais pouvoir mettre un feature reader qui va me permettre de lire mes données d'emprise. Dans le cas de la data virtualisation, ici, on fonctionnera avec des feature readers et des feature writers, hein. On oubliera un peu les readers classiques, les writers classiques, car en général, on va chercher à déclencher la lecture selon des événements passés, ou on va chercher à faire des actions après une écriture de données. Donc, on cherchera à prioriser tout ce qui est feature reader et feature writer. Je vais pouvoir configurer donc mon feature reader sur ma base PostGIS. Voilà, je vais choisir ma base data virtualisation. Dans les paramètres, je vais aller chercher le schéma qui m'intéresse. J'ai un schéma DataVir. Et puis dans ce schéma, j'ai qu'une table, hein, la table chantier, que l'on va chercher ici à lire et à renvoyer à l'application cliente. Je peux réexécuter mon traitement, toujours en GetWorks. Et si tout va bien, le feature reader va être déclenché par l'entité qui arrive, va déclencher la lecture des 5000 données, qu'on va pouvoir ensuite travailler pour renvoyer en réponse. Alors ici, j'ai quasiment 6000 données d'emprise de travaux. En réalité, quand on fait des API et quand on travaille avec des API, on évite de mettre autant de données dans une seule réponse. Là, si je cherchais à renvoyer les 6000 données d'un coup en réponse à ma requête, ce serait un peu lourd et ça poserait des problèmes tant au niveau du FME Flow que l'application cliente qui cherche à recevoir les données. En général, on ne fera pas ça en une seule fois. Alors, on utilisera des systèmes pour éviter ce problème de réponse un peu trop lourde. On va plutôt chercher à filtrer les données, hein. On pourrait ici les filtrer les données seulement sur des codes postaux, en fonction de date ou en fonction de statut de travaux. On pourrait aussi imaginer des systèmes de pagination. On va renvoyer les données, des paquets de 500 données à la fois, et puis on va demander à l'application cliente de faire autant de requêtes que nécessaire pour récupérer l'ensemble des données. Voilà, il va falloir trouver des systèmes pour ne pas renvoyer ici toutes les données d'un coup. Moi, dans le cadre de cette démonstration de ce matin, je vais prendre un petit raccourci. Je vais utiliser un sampler qui va me permettre de récupérer les 10 premières emprises. Ça suffira bien. Afin de n'avoir que 10 données dans ma réponse que je vais envoyer à mon application cliente. Et donc ici, mes 10 données qui m'intéressent, très bien. Mais ces 10 données, je ne vais pas pouvoir les envoyer directement dans mon type d'entité HTTP Response. Le type d'entité HTTP Response, vous le voyez, il est un peu particulier. Il a un schéma défini qu'il faut respecter, c'est-à-dire qu'il a des attributs qui sont attendus et qu'il va falloir remplir. Et puis, il n'acceptera pas plusieurs entités. Quand une application va faire une requête, il va attendre une réponse et pas 10 réponses. Si je branchais mes 10 entités de cette manière-là, ça ne fonctionnerait pas parce que c'est comme si j'essayais d'envoyer plusieurs réponses à une seule requête. Donc moi, il va falloir que je cherche à renvoyer qu'une seule entité
HTTP response qui va contenir les informations qui vont nous intéresser, c'est-à-dire ici un code de statut de réponse, c'est les codes de statut HTTP. Vous connaissez peut-être le code 404 pour une page qui n'est pas consultable. Et ben, on va avoir le code 200 qui nous indique que tout se passe bien. Tout à l'heure, on a vu le code 500 qui nous dit qu'il y a une erreur interne au niveau du serveur. Voilà, bon, c'est ce type de code auquel on parle ici. On va avoir le body content, qui va être le contenu du corps de la réponse. Ça va être les données qui nous intéressent. En général, quand on fabrique des API ou qu'on consomme des API, on travaille généralement avec du JSON. Donc, dans mon cas, je vais peut-être, vu que j'ai de la donnée avec une composante géographique, je vais construire un GeoJSON qui va contenir toutes les données que je vais pouvoir envoyer à mon application cliente. Et puis l'attribut content type qui va définir justement que ma réponse elle est en JSON, elle pourrait être en XML, ça pourrait être du texte simple. Voilà, ça c'est plus comme disons l'extension de notre fichier hein, qui nous définit dans quel format est la réponse qui est envoyée. Donc là, il faudrait qu'on s'amuse à utiliser des transformers pour construire notre propre JSON, pour agréger nos 10 données en une seule entité qui contient un attribut avec ce fameux JSON. On peut le faire soi-même, on a tous les outils nécessaires pour construire du JSON de cette manière-là dans FME. Moi, il s'avère que j'ai construit des outils qui vous permettent de vous aider justement à construire ces réponses et ne pas avoir à trop manipuler ces outils de construction de JSON si vous n'êtes pas à l'aise avec cela. Si on tape data virtualisation dans la recherche de transformers, on va voir qu'on a des transformers personnalisés qui sont disponibles sur le FME Hub que vous allez pouvoir récupérer et qui vont vous aider à soit définir des réponses simples, soit à construire des fichiers GeoJSON, des JSON, des listes d'objets JSON simples, ou même faire des JSON paginés, si vous cherchez à renvoyer justement vos données de manière paginée. Dans mon cas, je vais renvoyer un GeoJSON qui contient mes 10 emprises de chantier, donc je vais pouvoir utiliser ce transformer personnalisé data virtualisation GeoJSON. Je vais pouvoir brancher mes 10 données à mon transformer, il va falloir que je le paramètre pour lui donner un nom de type d'entité, je vais l'appeler travaux, disons. Et puis il faut que je sélectionne les attributs que je vais inclure dans mon GeoJSON. Ici, je peux choisir voilà, tous les attributs qui étaient dans ma table de chantier. Je vais pouvoir réexécuter ça. Et si tout va bien, voilà, j'ai mes 10 entités qui rentrent dans la data virtualisation GeoJSON, qui va les agréger et les retravailler pour en faire un attribut contenant un GeoJSON. Et vous voyez qu'en sortie, j'ai les attributs qui correspondent à ce qui va être attendu par mon type d'entité de sortie HTTP response. On a alors le code 200 qui nous signifie que tout est parfait, la donnée vous est bien renvoyée. Un attribut content type qui nous précise que la donnée, c'est bien du JSON, hein, le GeoJSON en soi, c'est du JSON. Et puis on a le body content qui va contenir du coup le JSON qui nous intéresse, c'est-à-dire le GeoJSON avec les géométries et les attributs de chacune des 10 entités de chantier que je viens de récupérer et que je renvoie à mon application cliente. Très bien. Je peux alors relier ça à mon type d'entité HTTP response. Vous voyez que le type d'entité correspond, il y a quelques attributs qui manquent, mais ce n'est pas très grave, ils ne sont pas obligatoires. Et je vais donc pouvoir, maintenant que j'ai terminé la première route, hein, là j'ai terminé ma route de consultation de données, je vais pouvoir mettre à jour mon traitement sur FME Flow et pouvoir tester cette route directement depuis la documentation pour voir si elle fonctionne bien. Je vais pouvoir utiliser les outils classiques de mise à jour sur FME Flow. On voit que lorsque j'essaie de pousser ce traitement sur FME Flow, il n'y a pas de choix de repository, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont être stockés ces traitements, c'est normal, ils sont vraiment stockés dans mon API Data Virtualisation, c'est vraiment des traitements qui sont dédiés à ça. Donc il n'y a pas de repository dans lequel les mettre. Et normalement, c'est toutes les informations qu'il y a à mettre. Éventuellement, il va me proposer ici, mon FME Flow répond, de sélectionner la base de données, voilà, la connexion nommée, à publier avec mon traitement. C'est normal, j'ai un feature reader qui utilise cette connexion. Et voilà.
Mon traitement est à jour sur FMEflow. Je vais pouvoir retourner sur FMEflow et plus précisément sur la documentation générée automatiquement pour réessayer d'exécuter la route en question. Je retourne sur ma documentation et normalement, cette route GetWorks devrait cette fois-ci fonctionner. Si je clique sur Try it out et que je clique sur Execute, le FMEflow il va travailler un peu derrière. Bon là, il s'avère que avec le partage, le PC il travaille un peu, donc ça met un peu de temps. Mais normalement, ça répond bien plus rapidement. Le traitement il est assez simple ici, donc il s'exécute assez rapidement et il renvoie la réponse plus rapidement. Voilà, ici c'est un cas un peu particulier. Si je clique sur le bouton Execute, on voit que la réponse peut arriver un peu plus rapidement. Et on retrouve donc de nouveau les informations de requête. Et cette fois-ci, j'ai bien le code 200 comme je l'ai paramétré dans mon traitement FME, comme l'avait défini le data virtualisation GeoJSON, le transformer personnalisé qui est sur le FME Hub. Et puis on a en réponse, cette fois-ci, le GeoJSON correspondant à mes différentes données. Alors ça c'est super, donc ça me permet d'avoir une API de distribution de données que je vais pouvoir utiliser dans mes applications clientes. On va pouvoir brancher ça, brancher par exemple un ArcGIS sur cette URL pour récupérer des données ou un QGIS. Je pourrais même utiliser FME pour lire directement ces données. Là par exemple, je peux copier cette URL et je vais retourner dans mon traitement bac à sable. Et dans mon traitement bac à sable, je peux faire un simple reader GeoJSON dans lequel je vais ici mettre en jeu de données l'URL que je viens de créer, qui me permet de récupérer ces 10 emprises. Si tout va bien, FME Workbench. Si tout va bien, FME Workbench, voilà, il récupère les informations du GeoJSON, il récupère les différents attributs qui sont délivrés par mon API. Et je peux exécuter voilà, ce traitement qui va faire cette requête, déclencher le traitement sur FMEflow, retourner les données en GeoJSON et les lire directement là dans mon traitement FME, simplement les 10 données que je n'aurais pas lu directement depuis ma base, mais plutôt au travers de mon API de data virtualisation. Très bien. Donc là, on a fait la route qui permet la consultation des données, qui nous permet de lire les 10 entités d'emprise de travaux. Super. On va voir maintenant comment on va pouvoir insérer des données et faire en sorte de faire fonctionner cette route PostWorks. Alors, quand on utilise une requête post de cette manière-là, il va falloir cette fois-ci, demander à l'utilisateur, demander à l'application de nous fournir des données, et puis il va falloir spécifier un peu la manière dont cette donnée va être formatée. On va l'imposer à notre application cliente pour qu'il y ait un certain format liste de données, un certain schéma, une certaine structure qu'elle va devoir respecter pour nous envoyer les données et qu'on va pouvoir nous ensuite décortiquer pour alimenter notre table de données. Moi, j'ai créé une structure ici relativement simple, donc pareil, un JSON qui va être attendu par l'application cliente et qui va m'être envoyé lorsque celle-ci va faire sa requête. Donc elle devra m'envoyer un JSON. J'ai fait le plus simple possible ici pour la démonstration, avec simplement une clé ID travaux et avec une valeur d'identification qui va nous permettre d'identifier ce travaux en question. Et puis une clé emprise qui va contenir la géométrie encodée en GeoJSON, ce qui va nous permettre de définir la géométrie et faire en sorte que l'application cliente puisse nous envoyer une géométrie avec ces informations. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est récupérer cette structure de JSON qui va être attendue et puis je la mets dans mon traitement FME. Ça me permet de m'aider, de me souvenir de ce à quoi doit ressembler la requête qui va être faite par l'application cliente et ce que je vais recevoir par la suite. Et donc, je vais pouvoir cette fois-ci faire une simulation dans FME Workbench, plus sur une requête sur GetWorks, mais cette fois-ci sur PostWorks. Je vais exécuter mon traitement et je vais choisir cette fois-ci line point PostWorks. Au moment de l'exécution, je vais pouvoir préciser à FME justement
cette structure de JSON qui va être envoyée, cet exemple ici, avec un ID de travaux, avec une certaine emprise. Je vais pouvoir le mettre directement dans la partie, dans la clé content de ce JSON qui est présent ici. J'exécute mon traitement et cette fois-ci, je ne vais plus avoir une entité qui va sortir de getWorks, mais bien une entité qui va sortir par postWorks. Et on va avoir un petit peu plus d'informations cette fois-ci. On a toujours le chemin qui est utilisé par l'application, éventuellement un chemin vers un fichier qui aurait pu être envoyé. Moi, c'est pas un fichier qui est envoyé ici, c'est bien des données directement dans le corps de la requête. Et donc, je vais avoir des informations sur comment sont envoyées ces informations. C'est du JSON qui m'est renvoyé et request body, qui est le corps de la requête envoyé par l'application cliente. Il va falloir alors que je décortique ce JSON pour en extraire les informations qui m'intéressent, c'est-à-dire l'idée d'emprise et puis l'emprise en question, et que je transforme ça en géométrie pour l'exploiter et l'intégrer dans ma table de chantier. Alors ici, il faut savoir un peu manipuler le JSON, hein. Si vous avez des doutes et si vous voulez savoir comment enfin en apprendre plus sur la manipulation de JSON dans FME, on a fait un super module sur notre e-learning qui vous apprend à manipuler de manière simple ou compliquée des JSON, autant en lecture qu'en écriture. Voilà, faire votre propre JSON personnalisé en écriture assez complexe ou simplement écrire des JSON simples. Et pareil en lecture, lire des JSON de manière plus ou moins simple et plus ou moins avancée. Donc ici, là, je vais utiliser un simple JSON extractor qui va me permettre d'extraire des données de mon JSON. Voilà, ID travaux. Je vais mettre une requête. Je vais récupérer l'emprise que je vais mettre dans un attribut. Voilà. L'emprise, il va falloir que je l'utilise avec un geometry replacer. Il va falloir que je transforme ce texte en une géométrie FME. Voilà. Je vais pouvoir utiliser un petit coordinate system setter parce qu'on n'est pas en 4326, on est en Lambert 93, on est en 2154. Et puis, je vais faire un peu de nettoyage avec un attribut de keeper, parce que sinon, je vais me trimballer des attributs inutiles. Voilà, je vais pouvoir récupérer et ne garder que l'attribut ID travaux qui m'intéresse ici. Si tout va bien, mon entité va être traitée, la géométrie va être remplacée avec le bon système de coordonnées, et voilà, je me retrouve avec une entité avec les informations minimum, c'est-à-dire l'identifiant de travaux et puis l'emprise qui se trouve a priori sur Paris, si je ne me suis pas trompé. Voilà, on est à peu près bon. Très bien, donc là j'ai traité ma requête en entrée et je vais pouvoir donc l'intégrer dans ma base de données. Pour ça, on ne va pas utiliser, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un writer classique, on va plutôt passer par un feature writer. Je peux brancher un feature writer que je vais pouvoir paramétrer sur ma base PostGIS. Il va falloir que j'importe le type d'entité pour que mon écriture respecte le schéma, la structure de la table dans laquelle je vais écrire. Hein. Voilà. Très bien. Bon, voilà, il va me permettre de récupérer la structure de la table chantier. Je vais pouvoir supprimer ce type d'entité output et il ne reste plus que ça. Voilà, j'ai bien mes différentes colonnes qui se trouvent dans ma table PostGIS. Bon, dans mon cas, je n'alimenterai que ID travaux, mais on aurait pu récupérer toutes les autres informations, on aurait pu demander en tout cas toutes ces autres informations au travers de l'API, au travers de la requête PostWorks. Très bien. La donnée va être ici écrite dans ma table PostGIS et dans ma table chantier. Mais on n'a pas fini. Il ne suffit pas d'écrire la donnée dans la table pour que notre route soit terminée. Il faut bien qu'on réponde à notre application cliente que tout s'est bien passé.
Là, si on laisse le traitement tel quel, l'application cliente, elle va rester en attente, en attente de savoir quel est le statut de sa requête. Est-ce que la donnée a bien été intégrée? Est-ce qu'il y a eu une erreur? Est-ce que peut-être la qualité de la donnée n'était pas bonne? Et dans ce cas, peut-être lui renvoyer un petit message pour lui préciser où est-ce que ça va pas. Donc là, il va falloir que je prépare une nouvelle réponse que je vais aussi joindre à ce type d'entité HTTP response, qui va me permettre de dire à mon application cliente que tout s'est bien passé et que sa donnée a été correctement insérée dans ma base PostGIS. Pour cela, je vais utiliser un des autres transformers que j'ai publié sur le FME Hub, le Data Virtualization Response Setter, qui nous permet de définir une réponse simple à notre requête. Donc le port summary va me retourner une entité qui me dit que la donnée a bien été écrite. Je vais la renvoyer dans le Data Virtualization Response Setter. Et le Data Virtualization Response Setter, il va m'aider à remplir les attributs qui sont attendus par mon type d'entité ici, Data Virtualization, avec des valeurs qui sont valides. Alors déjà, je vais pouvoir choisir un code de statut. Bon, le plus simple, ce serait d'utiliser 200, mais on peut consulter rapidement les autres codes qui sont disponibles. Là, il s'avère que j'ai un code 201 qui est peut-être un tout petit peu plus pertinent, qui permet de définir que la donnée a été créée. Oui, là, j'ai inséré de la donnée dans ma base. Si elle a été insérée correctement, je peux donner le code 201 qui informe mon application cliente que la donnée a été créée correctement. Et puis, je vais pouvoir définir comment je renvoie une réponse. Ici, ce sera du JSON aussi. Et puis, je pourrais écrire un petit JSON rapidement qui nous donne le statut de la requête, voilà, le statut de la donnée qui a été envoyée, statut created. Je pourrais renvoyer un identifiant avec, on pourrait remplir, agrémenter ce JSON avec d'autres informations. Là, je vais rester simple avec simplement le statut de la création de l'entité dans ma table. Super, et écoutez, là, ma deuxième route est terminée. J'ai traité mon deuxième cas, l'insertion de données dans ma base. Je vais pouvoir de nouveau publier ce traitement sur FMEflow pour le mettre à jour. Et puis on va pouvoir essayer de la tester. Alors je vais essayer de la tester directement depuis FMEform en utilisant des outils dans FMEform qui vont me permettre de faire des requêtes post et d'envoyer donc des données sur mon API de data virtualisation. Alors dans FME, quand on veut utiliser des API de genre là, on a un outil qui est très pratique qui s'appelle le HTTP Caller qui nous permet de faire des requêtes web sur des URL et donc des routes avec toutes les méthodes qui sont nécessaires. Je vais pouvoir récupérer l'URL de la requête. Alors il faut que je retourne dans ma documentation peut-être. Pour cela, hop là, j'ai ma requête post qui est ici. Voilà, je peux récupérer donc l'URL. Je vais utiliser la méthode qui va être post, parce que si j'utilisais get, ça me permettrait de lister les travaux. Moi, ce que je veux ici, c'est poster un travaux. Je vais pouvoir préciser que ici, ce que je vais envoyer comme type de données, c'est du JSON. Et puis, je vais reprendre mon JSON d'exemple là, que je vais mettre dans l'éditeur de texte. Je vais peut-être changer rapidement des informations concernant l'identifiant de travaux pour éviter tout conflit avec des identifiants déjà existants. Et voilà. Je vais pouvoir donc exécuter la requête. Le créateur va créer une entité qui rentre dans l'HTTP caller et j'ai une erreur, je suis embêté, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est normal. Ici, j'ai une erreur 401. Alors, qu'est-ce que c'est l'erreur 401? Ça me signifie que ici, la requête que je viens de faire, elle n'est pas autorisée parce que je ne me suis pas authentifié. Pour rappel, j'avais défini que cette route nécessitait une authentification par un utilisateur qui fait partie du rôle admin travaux. Il n'y a que les utilisateurs FMEflow qui font partie de ce rôle-là qui vont avoir le droit d'utiliser cette requête. Donc là, FMEflow, il m'a fermé les portes en me disant il va falloir que tu t'authentifies pour que tu aies le droit d'insérer des nouvelles données dans la base. Et oui, je vais pouvoir paramétrer le HTTP caller justement pour utiliser de l'authentification. Ici, j'ai un utilisateur simple, Alex, qui fait partie du groupe et du rôle admin travaux et qui va avoir le droit de faire cette requête.
Si tout va bien, cette fois-ci, le traitement derrière, il va être exécuté. J'ai bien une sortie au niveau de mon port de sortie output du HTTP caller au lieu du port ejected. Et on voit que j'ai bien la réponse telle que je l'avais définie dans mon traitement de data virtualisation, avec un code 201 qui me signifie que la donnée a été créée, et puis mon petit message status created qui me confirme justement la valeur de ce code 201. Ok, super. Voilà, on a terminé ici pour la construction de cette API qui est relativement simple. Vous voyez qu'en quelques minutes, ici, en une petite demi-heure, on a construit déjà 2 routes qui sont quand même, je trouve, vachement puissantes et tout de suite documentées et qui vont être utilisables assez rapidement par les développeurs qui vont chercher à consommer notre API. Alors peut-être que je peux vous montrer cette fois-ci une documentation d'une API de data virtualisation qui est un peu plus finie, avec un peu plus de routes, et peut-être de vous donner des précisions sur certaines des routes qu'on a déjà vues. Si je retourne dans mon menu data virtualisation ici, j'ai en réalité une deuxième API de travaux télécom qui est la même API, disons, mais en plus complète que celle que l'on vient de faire. Et puis dans les actions, je vais pouvoir aller consulter la documentation directement de cette API. Donc, vous voyez que là, je me suis un peu plus étendu sur le résumé, sur la documentation. On a un petit peu plus de routes, très bien, qui vont nous permettre de faire des recherches par des recherches géographiques, qui vont nous permettre de récupérer seulement une emprise, un chantier par rapport à un identifiant. Peut-être que moi, j'aimerais revenir sur certaines des routes que l'on a déjà fait ensemble, notamment GetWorks, qui nous permet de lister les travaux. Et vous voyez ici que j'ai mis en place des paramètres qui me permettent de filtrer notamment mes données. Je vous le disais, normalement, dans nos traitements de data virtualisation, on va mettre en place des systèmes soit de pagination, soit de filtre pour récupérer qu'une seule partie des données. Ici, j'ai mis en place des filtres qui nous permettent de filtrer selon des statuts de chantier, des types de travaux, etc., des codes postaux. Et quand on essaye ça, je vais pouvoir assigner des valeurs à ces paramètres-là, disons. Et au moment de l'exécution, ces paramètres, ils vont venir alimenter ici mon URL avec des valeurs supplémentaires après le chemin qu'on a utilisé par défaut. Donc ici, on a le statut planifié avec le type de travaux opérateurs. Et donc ça, c'est des valeurs que je vais pouvoir récupérer ensuite dans mon traitement FME. Je vais avoir des attributs au niveau de mon type d'entité GetWorks que je vais pouvoir exploiter pour ensuite filtrer les entités et ne seulement récupérer les entités qui ont des attributs correspondant à ces filtres qui ont été mis en place. On peut voir aussi peut-être Postworks, où j'ai passé un tout petit peu plus de temps. Ici, c'est pour vous montrer plutôt la partie documentation. On voit que dans la partie documentation, j'ai essayé de montrer aux développeurs quel type de données va être attendu. Ici, j'ai précisé l'objet JSON, le JSON qui est attendu, donc avec sa structure, les différentes clés qui sont demandées. On retrouve ID travaux et l'emprise que j'ai faite précédemment, mais voilà, j'ai rajouté les autres colonnes qui vont être nécessaires pour remplir ma table correctement. Ça, c'est des choses qui vont être modifiées au moment de la requête, c'est-à-dire que quand je vais vouloir tester la requête directement dans la documentation, je ne vais pas avoir besoin de ressaisir tout ça. Il suffit de remplacer les valeurs directement dans ce champ-là et je vais pouvoir exécuter et retrouver ces éléments dans les éléments de ma requête ici, dans ma requête curl par exemple. Eh ben, écoutez, c'est très bien. Je crois que j'en ai terminé. Je viens de vous montrer ici donc toute la partie mise en place de la data virtualisation derrière l'API. Donc comment construire l'API, comment on met en place nos traitements FME Form et la configuration du côté de FME Flow pour faire fonctionner cette API. Je vais pouvoir maintenant laisser la main à Vincent Alalou, qui va pouvoir vous montrer comment on exploite cette API et comment on va pouvoir la consommer au travers de diverses applications. Et merci Alexandre. Donc, je vais prendre la main sur effectivement comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces API. Donc, nous, on va partir du principe qu'on va mettre tout ça en application. Donc, petit rappel de ce qui vient d'être fait. Alexandre nous a présenté toute la partie création de l'API et nous, on va se positionner en mode plutôt développeur là, de comment est-ce qu'on va pouvoir consommer tout ce que Alexandre vient de faire.
Donc, pour rappel, on a des sources de données, en l'occurrence ici. On a la virtualisation des données qui a été faite avec FMEflow, et nous, on va se positionner sur la partie application consommatrice. Sur le principe, on va faire deux types d'applications consommatrices, je vais vous montrer ça. On va faire plutôt une première partie application cartographique, comme vous avez plutôt l'habitude de le voir, et après on fera un petit bonus avec de l'intelligence artificielle par exemple. Donc maintenant que Alexandre a terminé la partie développement de l'API dans FMEflow, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller récupérer la partie spécification. Donc moi, je l'ai déjà exporté, mais je pourrais le faire ici. Et vous voyez que ça m'exporte un JSON. Et à partir de cette spécification-là, nous, en tant que développeurs, on va pouvoir développer une application qui permet de répondre à différents besoins. Les besoins, ça va être par exemple de consulter les données et potentiellement mettre à jour ou créer des nouvelles données en fonction des niveaux de droit qu'on a et des rôles qu'on a attribués aussi sur l'application. Donc là, je viens d'ouvrir le JSON qu'Alexandre a fait. Donc là, on a une application totalement fonctionnelle. Donc nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est de récupérer la route, en l'occurrence get, pour récupérer les données. Et après, on a créé d'autres routes aussi de mise à jour. Donc, c'est toute cette partie-là qui va nous intéresser ici. Donc là, par exemple, voilà, on a toute la partie get avec les différents paramètres que Alexandre a renseignés tout à l'heure et qu'on va pouvoir, du coup, mettre sous forme d'application. Alors là, comme je vous l'ai dit, on va plutôt rentrer dans le côté développement et consommation de cet outil-là, donc de la virtualisation des données. Donc, pour faire simple, j'ai développé une application qui est basée sur Leaflet et qui va nous permettre, dans un premier temps, d'afficher des données et dans un second temps, de mettre à jour des données via l'API que Alexandre a développé. Donc, pour simplifier aussi, je vous ai mis les logs des requêtes qui vont passer. Comme ça, on va bien s'assurer que c'est bien les bonnes routes qui sont utilisées. Pour les besoins de la démonstration, on sera sur du localhost, mais en réalité, ça peut très bien tourner sur le serveur de FMEflow aussi. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Et après, je vous montrerai une partie avec les IA. Donc, sur la partie Leaflet, on retrouve bien notre application et pour simplifier, j'ai fait que deux routes. Donc, j'ai fait les get, donc récupérer les données. Donc, par exemple, si je ne veux récupérer que les données planifiées, je clique sur planifier, je vais rafraîchir et on va remarquer que la route se met à jour. Et donc là, j'ai bien récupéré statut planifié et j'ai 333 données chargées. Alors, comme vous l'a expliqué Alexandre, j'ai aussi limité ici pour l'affichage, puisque j'aurais pu afficher les 5000 données, mais on aurait dû rentrer dans des concepts de pagination un peu plus compliqués. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on retrouve bien, à chaque fois qu'on change, les différentes données en fonction des filtres qu'on applique. Voilà. Et ça, en temps réel, vous voyez que c'est très responsif, c'est très rapide. À partir de ce moment-là, là, moi, je vais me positionner plutôt en mode, j'ai développé une application et je veux que certains utilisateurs, notamment les gestionnaires des chantiers, puissent mettre à jour les différentes valeurs, notamment les valeurs de statut des chantiers. On remarque que celui-ci est terminé, donc le statut ici est terminé, et celui-là, il est planifié. Et ce chantier-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on est, nous, gestionnaires de ce chantier ici, et on va le placer en cours, par exemple. Et à partir du moment où on est en cours, vous voyez que on envoie là bien la requête sur le serveur avec l'identifiant, le nouveau statut, et la réponse nous dit, que Alexandre a fourni tout à l'heure, le chantier numéro temps a été mis à jour. Et donc là, vous voyez qu'en temps réel, ce chantier-là, si on le repasse maintenant en planifié, il va être de nouveau mis à jour aussi. Donc là, c'est une manière d'utiliser l'API. Donc là, on est vraiment plutôt sur le côté cartographique que les géomaticiens ont plutôt l'habitude. Bien entendu, on peut aussi très bien faire du JSON sans problème. Et donc là, vous voyez que d'une manière simple, on se positionne en tant que développeur, on récupère la spécification OpenAPI que Alexandre a fait ici. Et à partir de ça, on va développer les différents usages dont on a besoin dans une application web. Et après, vous pouvez imaginer tout un tas d'autres applications. Là, j'ai fait avec Leaflet. Vous pouvez très bien faire du QGIS Server, l'ISMAP, etc. C'est en fonction de vos besoins et de ce que vous pouvez développer ou demander à développer. Parce que bien entendu, là, c'est purement du développement qui est en cause ici. Donc ça, c'est un premier usage, une application cartographique qui nous permet de charger les différentes données et de mettre à jour des données. On aurait pu aller aussi plus loin en faisant de la création de données. Et maintenant, je vais vous présenter une petite partie un peu plus bonus sur comment est-ce qu'on peut l'interfacer, par exemple, avec de l'intelligence artificielle, même si ici, ce qui sera un peu moins intéressant, c'est que ce n'est pas forcément des données qui se prêteraient à ce genre d'interprétation, mais simplement, je vais vous montrer ça sous deux cas spécifiques. Donc, premier cas, avec ChatGPT en l'occurrence. Donc, on va créer ce qu'on appelle des GPT Actions, donc des agents qui vont nous permettre de se connecter en temps réel
à l'API et de nous renvoyer des réponses d'analyse. Donc là, je suis dans la partie configuration un petit peu de ChatGPT, mais on fera la même chose avec Mistral AI juste après, très rapidement. On va simplement donner un nom, une description de ce que fait l'application, puisque ça, on peut le diffuser. Et ensuite, on va définir les instructions, donc ce que fait cet agent-là. Donc là, simplement, on lui définit tout simplement qu'il va analyser en tant qu'assistant en analyse de données, qui va permettre à l'utilisateur de téléverser des spécifications OpenAPI. Et notamment, on va lui préciser qu'il ne va fonctionner avec un endpoint spécifique. Donc là, on en a créé un pour l'IA. Et en plus de ça, on va lui dire, voici les paramètres que tu dois renseigner, donc les paramètres statut, utiliser une valeur cible, donc exactement tel qu'il apparaît, etc. Donc en fait, on cloisonne un peu comment va fonctionner l'API, et ensuite on lui donne un exemple, enfin notre intelligence artificielle. Donc si l'utilisateur demande quels sont les chantiers en cours, GPT doit interroger l'endpoint, et il doit interroger avec cette route ici. Pour aller plus loin, on va un peu cloisonner la manière dont il va répondre aussi. Donc là, on va lui dire qu'il doit communiquer de façon professionnelle, qu'il se concentre sur l'exécution de la tâche et qu'il ne va pas halluciner, aller chercher des données autres que celles qu'on lui fournit via l'API. Et donc après, c'est de la configuration. Donc voilà, on lui précise que l'assistant ne doit jamais inventer de données ni d'endpoint. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans la partie un peu configuration ici. On lui donne les URL d'exécution. Et ici, vous allez voir que j'ai copié la norme OpenAPI. Donc, c'est tout le JSON que vous avez vu. Et vous voyez qu'automatiquement, il reconnaît les différents endpoints. Et je vais pouvoir tester la route GetWorkAI, par exemple, tester ici. Et donc là, vous voyez qu'il va appeler en temps réel la donnée. Donc, ici. Donc là, il nous dit, voilà, le résultat de l'appel API, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie conception. Maintenant, si je passe sur la partie utilisation, par exemple, je peux quitter cette interface-là. Je vais aller sur sur un autre compte, en l'occurrence pour l'exécuter, et je vais pouvoir ici discuter, dialoguer avec cette IA qui est connectée elle-même à l'API, en l'occurrence de data virtualisation, et je peux lui demander quels sont les chantiers planifiés, par exemple. Donc là, il va aller requêter directement en temps réel l'API, et on va pouvoir avoir des réponses en fonction de ça. Donc là, vous voyez que toutes les réponses, la requête se fait. Donc il y a 4 chantiers disponibles ici. Peu importe, c'est parce qu'on a cloisonné un petit peu les réponses, et donc il nous fait une petite analyse. Donc ça, c'est l'utilisation, l'interfaçage avec une IA. Donc je suis passé un peu vite sur la configuration, mais sachez qu'on peut faire la même chose, puisque là on a pris l'exemple de ChatGPT, mais on peut faire la même chose sur Mistral AI, en l'occurrence. Donc j'ai un agent, même principe, analyse travaux. Je vais le personnaliser pour vous montrer que c'est exactement la même conception. Donc on lui a défini toute la partie de ce qu'il devait faire. La seule différence pour Mistral AI, c'est qu'ici on a remis le JSON directement. C'est juste des différences entre les différentes IA. Mais globalement, c'est exactement le même principe. Et à partir de ce moment-là aussi, on va pouvoir mettre des garde-fous. Les formulaires sont un peu différents, mais globalement, on va lui permettre de dire, voilà, il ne faut pas halluciner, il ne faut pas inventer des données, etc. Et à partir de ce moment-là, tout simplement, je peux aussi dialoguer. Donc, quels sont les chantiers? Hop. En cours. Et même principe, il va aller interroger la partie virtualisation des données, donc l'API, et il va nous ressortir les données en temps réel avec une petite analyse si on en a besoin. Donc là, on voit qu'on a des réponses un peu différentes en fonction du statut, forcément. Et voilà, il nous dit qu'il a tronqué pour des raisons de lisibilité, etc. Et il nous fait une petite analyse en fonction de ça. Et du coup, après, on peut potentiellement interfacer ça avec d'autres types d'applications, parce que là, je vous ai montré 3 applications, une cartographique et 2 autres qui sont liées à des agents IA. Mais c'était simplement pour vous montrer qu'en fait, en récupérant la norme, donc la spécification OpenAPI, donc le JSON, on peut développer à peu près tout ce qu'on veut, à condition que, bien entendu, on connaisse le développement et qu'on fournisse ça aux développeurs de manière simple. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair sur ce que je vous ai montré ici et que vous avez un exemple un peu concret de ce qu'on peut faire avec la virtualisation des données. Et je vais laisser la main maintenant à Olivier pour le mot de la fin avant les questions. Super, merci beaucoup Vincent. Et merci Alexandre aussi. C'est un exploit engageur de monter une double API Get et Post en quelques minutes. Alors, nous allons passer dans un instant à une séance de questions-réponses.
Il est encore temps pour vous de poser des questions en cliquant sur le petit bouton questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Avant cela, je voulais juste donner une petite information sur la disponibilité de ces fonctionnalités de data virtualisation et commencer à répondre à certaines questions que j'ai vues passer dans l'inventaire. Ce que vous avez vu tourne actuellement sur la version 2025.1. C'est officiellement une bêta version. Selon Safe Software. La version officielle devrait sortir ou va sortir dans quelques semaines sous la forme d'une 2025.2. Voilà, c'est tout. On va passer rapidement à la première question. Peut-être que je peux enlever mon écran. Voilà, je sais plus. Voilà, parfait, très bien. Alors, question. On va essayer de faire dans l'ordre. La de Nicolas Villeroy, la data virtualisation permet-elle d'identifier des API en source de données? Bon, on a eu un exemple, hein, puisque tu l'as. Alors, est-ce qu'elle permet d'identifier des euh, API en source de données? Elle permet de créer des API qui utilisent des sources de données pour envoyer des réponses. Voilà ce que ça permet. Ouais, ok. Question de Fatetessa, comment sont créés les rôles pour gérer les différentes actions de post, delete, etc. Est-ce qu'ils Ouais, sont alors préexistants dans FME Flow ou faut-il les créer dans la base de données? là, on va utiliser donc le système de gestion d'utilisateurs de FME Flow. C'est au travers du système de gestion d'utilisateurs de FME Flow qu'on va pouvoir créer des utilisateurs ou créer des rôles dont les utilisateurs feront partie, qu'on pourra ensuite assigner à nos différentes routes d'API. C'est donc bien au travers de FME Flow qu'on créera les rôles et qu'on les assignera à nos routes. Il s'avère que FME Flow est complètement capable de se connecter après à des LDAP, des Active Directory, hein. Vous pouvez importer des utilisateurs ou des groupes du LDAP sous forme de rôle FME Flow depuis un Active Directory, et donc après assigner des routes d'API à vos groupes LDAP de cette manière-là. Voilà. Merci. Question de Samuel Notbert. Alors, comment afficher le menu relatif à la data virtualisation? Je pense qu'il ne doit pas le trouver dans FME Form ou Flow. Une question Alors, de version, je pense. j'imagine que ouais, là, c'est une question vis-à-vis de FME Flow, comment on voit le menu data virtualisation. Alors, le menu data virtualisation, il est disponible qu'à partir de 2025.1. Si vous avez une version de FME Flow en dessous de FME Flow 2025.1, vous ne verrez pas le menu data virtualisation dans la barre latérale. Ensuite, si vous ne voyez toujours pas, malgré que vous ayez la version correcte, donc une version 2025.1 et au-dessus, si vous avez une version de FME Flow qui correspond, si vous ne voyez toujours pas le menu data virtualisation, ce sera plus une question de droit. Là, il faut voir avec votre administrateur FME Flow pour qu'il vous donne les droits d'accéder à ce menu pour que vous puissiez éditer, créer vos propres API de data virtualisation. Aussi, question de Benoît. Lors de la création du workspace, il est donc préconisé de créer un workspace dans cet ordre, donc en passant par FME Flow, j'imagine. Et donc, il n'est pas possible de transformer un workspace existant pour le transformer en workspace capable de générer une API. Tout C'est à ça. fait. Et je vais même répondre à la question suivante qui demande quelle est la différence majeure avec les webhooks. Ici, on ne Oui, peut pas oui, très utiliser bien. une API de data virtualisation pour exécuter des traitements existants. Il n'est pas préconisé, mais obligatoire d'initialiser des traitements au travers de FME Flow, de les éditer ensuite dans FME Form et de les remettre à jour sur FME Flow pour qu'ils fonctionnent au travers de la data virtualisation. La différence majeure avec les webhooks, c'est que si fonctionnellement les deux se ressemblent un peu, il me semble que les webhooks, l'objectif n'est pas le même. Le webhook, l'objectif est d'exécuter, de mettre à disposition un traitement qu'on aurait fait dans FME Form au travers d'une URL. Donc l'objectif, le centre d'attention est plus le traitement qu'on cherche à mettre à disposition. Au travers de la data virtualisation, l'objectif n'est pas le traitement, mais est l'API. On va construire une API, on va définir son API, et ensuite on va embellir, disons, ou on va rendre fonctionnel notre API avec des traitements FME Form qu'on va construire pour celle-ci
pour cette API qu'on aura définie. Donc je crois que c'est une question d'objectif qui est un peu différent. Et effectivement, donc voilà, on ne va pas pouvoir utiliser des traitements existants. C'est bien des traitements spécifiques à la data virtualisation qu'on va pouvoir utiliser dans ces API de data virtualisation. Ouais. Par contre, bien sûr, rien n'empêche de faire du copier-coller pour récupérer la logique d'un traitement existant. Oui. Autre question de Benoît, doit-on utiliser forcément le même workspace pour gérer les différentes routes d'une même API, donc les posts, les get? Pas du tout. Au moment où on crée les workspaces et qu'on les assigne à nos différentes routes, j'aurais pu ici créer un workspace par route. C'est juste que là, c'était plus pratique pour moi dans le cadre de la démonstration de montrer tout ça dans un même traitement. Aussi, je crois que ça peut être plus simple parfois pour la maintenance de tout avoir dans un seul traitement plutôt que d'avoir un traitement par route, ce qui serait peut-être un peu plus, disons, un peu plus laborieux parfois à éditer si on devait éditer plusieurs routes pour mettre à jour les types d'entités d'une même table, par exemple. Donc après, c'est à vous de juger. Vous pouvez créer un traitement qui gère toutes les routes d'un coup, ou vous pouvez créer un traitement par route de manière voilà, distincte. Ok, j'ai deux questions que je vais regrouper concernant les filtres dans la récupération de données, donc dans la méthode GET de Benoît Darro et Ezio Di Muzio. Comment est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut définir des filtres et les récupérer dans le projet FME? Ouais, tout à fait. C'est vrai que je vous ai montré ça un peu à la fin sur la documentation d'API qui était un peu plus, disons, complète. Je vous avais montré donc une route get qui permettait de faire des filtres et qui serait utilisée ensuite par mon traitement FME. Donc déjà, je vous le confirme, c'est bien possible. On peut mettre en place des paramètres d'URL qui vont ensuite agir sur notre traitement et qui vont nous permettre de ne récupérer que, dans mon cas, les emprises de travaux qui ont un certain statut, par exemple. Peut-être je vais me permettre de repartager mon écran rapidement pour montrer comment ça se passerait du côté de FME Flow. Je vais être rapide. Voilà. Si je retourne ici dans l'interface d'édition de data virtualisation et que je retourne sur ma route GetWorks, je n'ai édité ici qu'avec vous que la partie détail qui permet de documenter globalement l'API. Mais je peux rentrer dans la partie paramètres où je vais pouvoir ici saisir plusieurs types de paramètres, soit des paramètres de requête, c'est des paramètres qu'on va retrouver dans l'URL derrière le point d'interrogation, hein, comme je vous l'ai montré, ou même des paramètres qui seraient nécessaires en tant que header. Voilà, et on va pouvoir les rajouter. Et tout ça serait à la fois documenté donc dans la documentation Swagger qui est disponible ensuite ici, de cette manière-là. Alors, c'est pas cette route-là, c'est celle-ci. Et dans mon traitement FME, je pourrais récupérer ces informations comme des attributs. Ici, on n'utilisera pas vraiment des paramètres publiés ou des paramètres utilisateurs, maintenant, comme c'est appelé, dans nos traitements FME. On récupérera ces valeurs comme des attributs et il faudra utiliser ces valeurs d'attributs pour filtrer nos données. Mais c'est pas beaucoup plus compliqué, hein, ça fonctionne globalement de la même manière. Okay. Ouais, c'est ce qui a été fait dans la démonstration sur la partie cartographique d'ailleurs. J'ai utilisé exactement ce qu'Alexandre avait mis en place avec les paramètres de statut, en l'occurrence. Ouais, par contre, comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces paramètres dans FME Form? Est-ce que c'est un paramètre publié? Alors, donc, du coup, ce n'est pas des paramètres publiés, ce sont des valeurs d'attributs. Je montrais que j'avais un type d'entité GetWorks. En fait, je retrouverai dans mon type d'entité GetWorks l'information des filtres qui me sont retournés. Ouais. Merci. Question de M. Di Muzio. Peut-on utiliser des FME Job Submitter pour lancer des sous-traitements dans la route? Ouais, ce serait pas Je très crois que conseillé, je trouve. je pense que oui. Ça doit être Je pense que ce n'est pas l'objectif. Si vous souhaitez faire ça, je bonne pense que vous pratique, souhaitez ouais. mettre en place des webhooks sur FME Flow. Après, ça tout dépend. En réalité, oui, on peut mettre des transformers FME Job Submitter et ça, techniquement, ça fonctionnerait. Mais la question, c'est est-ce que vous voulez vraiment faire ça? Et quelle est la raison? Je pense qu'il y a peut-être une approche qui serait un peu plus propre pour ce type d'exécution, si c'est ce que vous souhaitez faire. Mais c'est possible, techniquement, c'est possible. Ouais. Autre question. Alors, je suis désolé pour tout le monde. On dépasse un peu le temps prévu initialement, mais je pense que ça intéresse les gens qui ont posé des questions d'avoir une réponse. Donc, je vous propose qu'on déborde un petit peu. Question de Nicolas Roth. Comment garantir les temps de réponse sur une montée en charge avec multiples appels d'API?
Alors, pour ça, il y a une chose il y a plusieurs possibilités. Déjà, premièrement, si vous avez énormément d'appels, bah, c'est sûr qu'il faudrait plusieurs moteurs. On va pas se mentir que là-dessus, si c'est une API qui a vocation à être beaucoup utilisée, il faut plusieurs moteurs FME Flow. Ça, il n'y a pas le choix. Ensuite, si c'est plutôt des appels, notamment GET récurrents, il y a une chose qu'Alexandre ne vous a pas forcément montré, ou il en a parlé un petit peu au début, je crois, c'est sur la partie caching. Donc, on peut mettre en cache certaines réponses qui sont plutôt statiques, en l'occurrence. Et donc, ça pourrait être un cas. Mais dès lors que vous allez faire du post, put, etc., modification, création de données, et des appels en masse, de toute manière, il faudra plusieurs moteurs FME Flow derrière. Voilà. Et puis, si jamais vous avez des traitements qui prennent du temps à être exécutés et que vous voulez vous protéger de ça, au niveau de votre application cliente, vous pouvez tout à fait mettre en place des temps de timeout qui vous diront, bah là, la requête, elle prend trop de temps pour, enfin, le serveur me met trop de temps à m'envoyer la réponse. Moi, j'arrête la connexion et puis je referai une requête peut-être plus tard. Donc, on va avoir des systèmes pour se protéger à ce niveau-là, à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du FME Show ou au niveau de l'application cliente que vous développez et qui va utiliser cette API. Ouais. Avec, bon, une petite alternative à l'acquisition de nouveaux moteurs, c'est d'utiliser du temps CPU, donc CPU time. Ça, vous pourrez en discuter avec votre responsable commercial ou interlocuteur technique. Comment l'application cliente connaît-elle la structure du JSON qui doit être fourni? Je pense que ça, c'est dans le cadre d'un post. C'est Ouais. la Ouais, doc, en c'est fait. Hein. exactement ce que j'ai fait dans la démo, c'est Effectivement, tu as déjà récupérer la répondu. documentation Ouais, OpenAPI. ouais, tu as Ouais, répondu. Ouais. deux moyens, la documentation web, comme on l'a vu, la documentation Swagger ou la documentation sous forme de JSON. Hein. Ouais, voilà. Tout ça, c'est documenté. Ouais. Belle question de Nicolas Roth. Comment faire passer une API de l'environnement dev à prod? Et de manière générale, je pense que c'est pas une question que pour l'API, c'est l'ensemble des traitements FME. Ouais, tout à fait. Bah ça va se passer comme l'ensemble des éléments, on va dire, sur FME Flow. On va passer ici par les projets FME Flow. Un projet FME Flow, ça nous permet d'intégrer un traitement FME, un schedule, une automation, mais ça peut intégrer aussi une API de data virtualisation complète. Et on va pouvoir utiliser un projet FME Flow pour exporter son API de data virtualisation, sa définition et les traitements qui vont avec, et l'importer sur un FME Flow différent avec toutes ces informations. Donc c'est comme le reste des éléments sur FME Flow, ce sera au travers d'un projet FME Flow et l'import et l'export de ceux-ci qu'on pourra faire du passage en prod. Question de Mathieu Leroux, pouvez-vous lui confirmer ce qui a été dit tout à l'heure, hein, que chaque requête va utiliser un Oui, engine? oui, On est bien on d'accord a là-dessus. répondu, oui. Ouais, tout à fait. Question de Franck, est-ce que l'exécution de l'API utilise un moteur Pareil, FME Flow? C'est la même question. Dans tous les cas, il Globalement, faut. ouais. Alors à partir du Question de moment où Grégory Baudet. un traitement est exécuté derrière, hein, on peut faire en sorte qu'une requête Ah oui, d'API de FME Flow voici, réponde une soit cache. déjà il peut avoir un système de mise en cache qui fait que on va sauvegarder la réponse d'un traitement FME et pendant les 5, 10, 15 prochaines minutes, et ben, la même requête renvoie cette même réponse sans déclencher un traitement. Et puis on peut aussi mettre en place des réponses statiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire bah, tel endpoint répond avec un message en dur, et puis bah, ça ne va pas utiliser de traitement FME parce que c'est un message en dur, mais par contre ce ne sera pas en rapport avec les données de vos données sources, par rapport à vos données de base de données, etc. Vous ne pourrez pas faire de calcul et répondre des données, des réponses voilà, en fonction de valeurs de cette manière-là. Question de Grégory Baudet, si vous permettez, c'est moi qui vais répondre. Les paramètres du guide, pardon, de get, de feed, de pagination, tout ce qui est essentiel à la lecture des données sans surcharger le serveur, fait-il l'objet d'une documentation, une formation plus poussée est-elle nécessaire? Alors moi, je vais répondre pour la partie formation. Vous avez compris que c'est un gros morceau à part supplémentaire qui a été ajouté FME Flow. Donc, on va pas intégrer l'étude de la virtualisation de données dans notre formation introduction à l'administration de FME Flow. On propose plutôt une formation spécifique d'une journée sur la base d'un programme à mettre en place avec chaque client pour répondre spécifiquement à ses besoins. Il y aura des prérequis un peu supplémentaires, déjà connaître FME Flow et puis avoir des notions quand même de protocole HTTP, au moins connaître l'utilité des quelques méthodes de base et puis avoir manipulé un petit peu de JSON.
Voilà. On travaille également à un module totalement dédié à la data virtualisation dans notre offre d'e-learning. Voilà, ce ne sera pas disponible tout de suite, mais on y travaille. Enfin, dernière quelques questions de Monsieur Bleuzet. Le module data virtualisation sera-t-il dispo dans ArcGIS Data Interopérabilité? Oh là Alors, là là, quelle question question un peu compliquée. complexe. Théoriquement, ça pourrait être disponible dedans, mais il faut FME Flow de toute manière. Et en plus de ça, Esri a toujours un peu quelques versions de retard, ce ne seront pas la dernière version, donc ça ne sera pas disponible tout de suite. Mais il faut Flow de toute manière, effectivement. Question pour nous. Donc, est-ce que ça sera disponible? Certainement qu'il y aura l'option API, mais je ne suis pas sûr que si vous n'avez pas de FME Flow, ça ne marchera pas de toute façon. Ouais, c'est plutôt une question presserée. Voilà, merci beaucoup. Voilà, encore nos excuses pour le temps supplémentaire. Mais je pense qu'on a appris tous beaucoup de choses. Puis nous, on a appris aussi de vos questions. J'adresse un très grand merci à Alexandre Roy, responsable marketing et homme de l'ombre qui a organisé ce webinaire. Je remercie également Marguerite Espana pour ses bons conseils. Je remercie bien sûr Alexandre Bizien, Vincent Alelou, ainsi que toute l'équipe technique de VRMS qui nous a aidé à préparer cette journée, cet événement. Voilà, merci encore à tous. Très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir.